parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, évidemment. Interagir sur nos sujets, vous pouvez le faire, évidemment, via ce numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Eh bien, si vous nous écoutez à la radio, sinon, ça se passe là également sur Twitter. C'est que je vous recommande d'ailleurs fortement, ça se passe là. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez partout dans le monde via notamment entre autres sur Facebook mais aussi sur Twitter. Vous êtes en région. Merci à vous qui nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Vous êtes du côté de Yomu. Vous nous écoutez sur la même fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de la baie 99.7 également. Cancan écoute Radio Espace à travers 99 en modulation de fréquence. Encore une fois, merci de rejoindre cette équipe Les GG sur Radio Espace Guinée. Ils l'ont surnommé Loche ou encore Bogota dans ces années à la tête de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et très vite, très tôt peut-être, son engagement politique le porte vers les cimes de la politique de son pays, dans de la rébellion qui finit par déposer donc Laurent Gbagbo pour couronner Ouattara. Guillaume Soro, chef des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, a su tirer évidemment ses marrons du feu à la tête de la primature ivoirienne et du perchoir, il faut le dire. Et ce matin, en exclusivité chez les Grandes Gueules, il va s'exprimer. Merci encore une fois de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Roby, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va? Le week-end? Super. À Conakry? Ouais. Dormir beaucoup, hein? Oui, ah oui. Manger beaucoup. T'as donné mon secret d'hier. Ah oui? Il a beaucoup dormi. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup dormi. Voilà, c'est bien. Bonjour, mon cher Ahmed Kourouma, bonjour. Moi, je suis un enfant en ce moment, il va ressembler à Lamine Guirassi. Je t'ai eu tout le week-end, on a bossé sur du lourd. Du lourd aujourd'hui, du très 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 lourd. Bien. Bonjour. Bonjour, Madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à week-end. tous. Ça va, à la maison, en train de, c'est un vrai métier. de s'occuper des enfants un peu plus, de ranger les choses qu'on n'a pas pu faire en semaine. Ouais. En train de travailler tout le week-end. Ouais. Bien. Bonjour, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Ouais, à l'église, forcément. Oui, on a été à l'église hier matin, 9h, 11h30, 12h. Ouais. Ça s'est étendu jusqu'à 12h. Et puis après, il y a cet ami de nous, un camarade de promotion qui a perdu la vie. Ouais. Il sortait de correction des sujets. Ensuite, il va faire un peu de sport au terrain de football. C'est là qu'il va piquer une crise. Et puis, il ne s'en remettra plus. Jusqu'à hier, c'était l'enterrement. Hier encore, il y avait là le seau rempli d'eau qu'il avait demandé à sa protégée de remplir pour qu'il revienne se laver. Il ne l'utilisera plus. Ouais. Mes condoléances, mon cher Tamba. Merci. Que son âme repose en paix. Bonjour, Moussa Moïsila. Bienvenue à Forêt-Carrière ou à Conakry? À Conakry, bien sûr. Ouais, Vous savez qu'à Forêt-Carrière, t'as voulu dire? les routes sont bombardées. Ouais. Donc, on a l'impression, comme vous le dites, que des bombes sont tombées là. Je vous ai toujours dit. Tamba, c'est aussi une virée à Koba ce week-end, malgré le podium qu'il a eu. Je pense que Non, pardon, excuse-moi, voilà. Je pense que les gens... Vous me fermez le micro? Non, Moussa. Non, mais quand même. Bien, le week-end donc à Koba. Oui, il y a une virée à Koba. Ouais. Vous savez, la vérité, elle doit on être avait quand même pris dite pitié de lui et toi, t'es venu tout gâter. dans toute sa splendeur. Je pense qu'il y a eu ce part de destin regrettable. Vraiment paix à l'âme de notre ami. Il était correcteur des sujets d'histoire, si je ne m'abuse. Ensuite, il y a eu cette virée à Koba, un endroit paradisiaque. Tamba y a passé un très bon moment. Ouais. Et toi aussi. Félicitations d'ailleurs pour Immersion hier, Côte d'Ivoire. Immersion Côte d'Ivoire, je pense que cette semaine, c'est la semaine de la Côte d'Ivoire. À Guinguessan, ensuite Kigbafori, Guillaume Soro, qu'on aura ce matin. Je pense que la Côte d'Ivoire est en ligne de mire du groupe Adafo Média et c'est du lourd, Ahmed Kourouma. Voilà, c'est bien dit. Allez, du côté de Bokeh, campagne avant l'heure, on va le dire comme ça, mais moi je suis juste choqué ce matin. Pas seulement du côté de Bokeh. Les images que j'ai vues sur Twitter, entre autres, je me dis, mais c'est de la folie. Parler de la Moyenne Guinée, d'abord. Vous avez vu ce mouvement du jeune audacieux, j'ai oublié son nom, mais le mouvement de Joken Alpha,
Vous savez, si c'était l'opposition, un petit parti de l'opposition, quel que soit le parti en question, qui s'hasardait avant l'ouverture légale des campagnes électorales, qui s'hasardait à réunir 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, vous auriez déjà vu tous ces sous-fifres ou tous ces soutiens du gouvernement, vous les auriez vus tout de suite brandir le torchon rouge pour dire c'est illégal. Vous ne pouvez pas mobiliser du monde, faire campagne alors qu'on n'est pas encore dans la période de campagne. Mais quand il s'agit de la mouvance présidentielle, le boulevard est tout ouvert. Distanciation physique, mon œil, mesures de prévention contre la Covid-19, mon œil. Tout ce qui compte, c'est qui a mobilisé, quels sont les moyens qu'il a déployés pour mobiliser, qu'est-ce qui a été fait de cette mobilisation, est-ce que les moyens ont été puisés de ses poches, on s'en fiche complètement, ça vient d'où cet argent qui est utilisé, on s'en fiche complètement, ça me rappelle l'épisode de l'ancien directeur de la LONAGUI, d'ailleurs qui jusqu'à présent plaide non coupable, parce que tout simplement, en période de campagne, on oublie, le chef de l'État ne peut pas dire qu'il ne sait pas où l'argent est puisé aujourd'hui, parce qu'après la campagne, viendront les comptes. Et pendant les comptes, la plupart des gestionnaires de ces régies financiers diront l'effort à la campagne, l'effort de guerre que j'ai fourni s'élève à 10 milliards, à 5 milliards, à 2 milliards, à 3 milliards. C'est ainsi qu'on constitue le fonds de campagne électorale. Mais qu'est-ce que c'est la nécessité dans tout ça, Moussa? Parce qu'il n'y a pas de communiqué, rien. Mais je trouve que les règles, il faut que la CENI et toutes les décisions qui s'appliquent dans cette élection tapent du poing sur la table, qu'on dise les règles, elles sont faites pour tout le monde. La campagne n'est pas ouverte, elle n'est pas ouverte. Et qu'on autorise des concerts aussi. Parce qu'il y a eu des concerts du côté de Bokeh. Exactement. Voilà. Regardez, je prends l'exemple de ces enseignants. Les grandes gueules. J'ai été touché. Je n'en veux pas, ces enseignants. Mais qu'ils soient ces enseignants chercheurs en plus. Donc un grade un peu élevé. Qui est obligé, pour que le chef de l'État puisse au moins regarder leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, qu'ils puissent se pencher sur leurs difficultés. Ils ont été contraints de faire comme les autres. Parce que le contexte les y contraint, le contexte l'impose. Ils ont été obligés d'organiser un mouvement de soutien au palais du peuple. Un peu colorié avec les revendications. Messieurs, mais c'est demandé de façon tellement douce, avec tellement de salam alek, que vous vous rendez compte qu'ils disent, mais on vous soutient pour le premier mandat de la 4e République, mais on vous demande, monsieur le président, de regarder nos conditions de vie, de nous donner des primes, de contractualiser les enseignants qui sont à la retraite, de voir un peu les salaires pour les différents grades. Je pense qu'on ne devrait pas, un enseignant, chercheur, ne devrait pas être obligé de se rabaisser à ce point pour demander au président de la République de faire ce qui est une obligation pour lui. Ce qui est une obligation pour lui. Parce que ces enseignants-chercheurs se comparent un peu à leur homologue de la sous-région. Mais quand vous faites le comparatif, vous vous rendez compte que ceux qui ont du cerveau, qui ont du génie, qui ont de la matière grise, qui quittent la Guinée pour aller enseigner ailleurs, on ne peut pas les en vouloir. Ils ont parfaitement raison. Parce qu'ici, quel que soit votre bagage intellectuel, si vous ne faites pas ce qu'ils ont fait hier, en arborant le jaune, vous passeriez pour quelqu'un pour un rat d'église. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Madame Yoro, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Il faut le rappeler, vous avez subi en plein fouet, si on peut se dire, Covid-19, à voir les gens à l'intérieur du pays battre campagne. Mais moi, c'est juste hallucinant. Ce qui est dangereux, Lamine, en fait, les gens n'ont pas compris qu'il y en a qui peuvent réellement souffrir de cette maladie. Parce que, Lamine, j'ai eu la chance d'être une personne asymptomatique, mais j'ai vu des personnes qui sont tombées malades. J'ai vu des gens mourir. J'étais à Donka. J'ai vu des gens mourir de cette maladie. J'ai vu des gens qui sont tombés malades. Il a fallu vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir les sauver. Je pense que les jeunes, oui, on s'en sort mieux, mais vous avez de vieilles personnes à la maison. Vous avez des personnes qui ont d'autres pathologies à la maison. À supposer que ces personnes-là contractent la maladie. Et ce qui fait mal, Lamine, vous pouvez parler de l'ANSS. L'ANSS ne peut que édicter les règles, parler des dangers, dire ce qu'on encourt en mobilisant du monde. Mais l'application, qui doit appliquer les lois de la République, c'est pas l'ANSS. Du tout. Ce qu'ils peuvent vraiment, ils ont fait leur travail. Mais vous voyez, ils ont alerté, Lamine. Ils ont alerté, ils tiennent je pense, des conférences régulières, ils font l'état des lieux, ils parlent de des risques que nous encourons en nous mobilisant. C'est pour cela qu'on a exigé le port des masques, le respect des gestes barrières. Ce sont les vrais chiffres? Voilà. Justement, est-ce que ce sont les vrais chiffres? Ils sont complices. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? En fait, même les autorités, c'est les autorités qui sont complices de la violation de la loi, du respect de ces gestes-là, quand ça vient d'en haut, alors que la campagne doit s'ouvrir sur un mois.
et se termine un jour avant les élections. Mais on n'a même pas lancé les campagnes. Mais voyez comment ça se passe. Justement, vous avez vu ici, par exemple, des opposants qui, quand ils font ne serait-ce qu'un petit mouvement, ils sont interpellés tout de suite. On les empêche de le faire. Ça, c'est quel État, ça? C'est quel pays, ça? Qui ne s'inquiète pas, en fait. C'est du 2 poids, 2 mesures. À part ça, ce que Moïse vient d'expliquer, je vous ai dit, on met les gens dans le besoin. De sorte que vos conditions de vie ne vous permettent pas de vivre dignement. Vous êtes obligés de tendre la main. C'est ce qu'ont fait ces enseignants-chercheurs. Sinon, un enseignant-chercheur ailleurs, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut faire des voyages, qui peut aller chercher un peu partout dans le monde. Vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, de la France, d'un peu partout, pour venir faire des recherches ici. C'est des gens qui vivent dignement, qui ont les moyens qu'il faut pour cela. Mais voyez les gens, nos enseignants-chercheurs ici, ils sont obligés de faire de la démagogie, de la propagande politique pour que leurs conditions de vie soient respectées, parce qu'on met les gens dans le besoin pour qu'ils tendent toujours la main. Et ce n'est pas digne de notre pays, parce que la mine, nous avons des moyens pour entretenir nos cadres dans ce pays. Il y a de l'argent dans ce pays pour que les gens ne soient pas réellement dans le besoin. Mais c'est juste une infime partie qui en profitent. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas prêts de partir. Bien dit. Allez-y, Tambasa Karim Limono. Et c'est bien que l'on parle des enseignants. C'est très bien. C'est bien que l'on parle des enseignants parce que on a commencé à avoir les résultats de ces examens nationaux. Le brevet catastrophique. Ce que ça donne, très catastrophique. Déjà des observations, des tendances d'après les informations que nous avons pu glaner. Des tendances comme ça sont en train d'émerger. Mais avant d'y aller, il faut quand même parler d'un cas spécifique. Je pense que c'est unique dans notre histoire. Une préfecture, zéro admis. Koubia, la préfecture de Koubia. J'ai eu le contact du préfet, du DPE. Depuis un moment, j'ai essayé de l'appeler sans réponse. Je lui ai laissé un SMS aussi pour tenter de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà, parce que sa responsabilité, justement, ce n'est pas que gérer les enseignants, gérer les programmes. C'est aussi s'assurer qu'il y ait de bons résultats dans la préfecture qui est placée sous sa responsabilité côté éducation. Et puis, comme ça, au-delà de lui, on a pu s'informer un peu plus pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Alors, à date, lorsqu'il se claque-mur comme ça dans ce type de silence, on n'a pas de réponse particulière pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Mais ce qu'on a pu savoir, c'est que Koubia, c'est une des préfectures où la plupart du personnel encadreur est originaire de la région, de la préfecture. Il semble en fait qu'il soit pour la plupart originaire de cette localité. Même le DPE en question serait originaire de la préfecture de Koubia. Première observation comme ça qui peut ne pas avoir de sens particulier. Mais la mine, sur les résultats du brevet à l'échelle nationale, il faut quand même convenir d'un constat. Sur ces résultats-ci, il y a 2 grandes régions qui tirent les autres par le bas. C'est une observation générale. C'est Conakry et puis l'Abbé, la région. Je ne parle pas de préfecture, mais la région de l'Abbé. C'est donc Conakry et l'Abbé. Est-ce que ça a trait au mouvement de grève? Parce que vous savez, avant l'avènement du Covid, il y avait ces mouvements de grève qui ont été suivis de manière différenciée. Il y a des régions qui ont plus suivi le mot d'ordre de grève, c'est par exemple Conakry et les préfectures du Fouta. Il y a celles de l'intérieur du pays qui ont moins suivi. Or, il y avait un risque véritable, on l'a même souligné ici. On parle... Les grandes gueules. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Sur le choix des sujets, il semble qu'on n'ait pas pris compte du moindre niveau d'atteinte des programmes dans l'enseignement. Ça, on l'avait dit ici. Et qu'on est finalement parti sur une mesure générale. On s'est dit, les programmes sont complets, on a pu tous les aborder, prenez le sujet qui vaille. Or, il y a quand même un décalage entre le suivi de la progression, l'évacuation des programmes qui étaient prévus côté brevet. Ça reste, à mon avis, une des explications de ces échecs massifs où on voit Conakry, où on voit la région de l'Abbé tirer les autres vers le bas. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement cela, que ce soit l'explication qu'il y a. Il y a aussi cette observation qu'on a apprise, c'est qu'il y aurait
au regard des résultats, des notes qui ont été obtenues, une certaine similitude dans les notes. Ce qui laisse entrevoir deux perspectives. Soit un barème. Soit qu'il y ait eu de la fraude pour les régions où on voit beaucoup de moyennes, fraude depuis les examens, ou que les correcteurs se soient entendus sur les notes à donner à ce moment-là. Je dis donc que c'est une question centrale, la question de l'éducation. On parle peut-être campagne, on va en parler toujours, on en parle toujours, mais les questions les plus centrales qui portent même sur l'existence de notre nation, ce sont des questions liées à l'éducation, par exemple, qui est totalement bâclée. Il ne faut pas s'étonner. Donc, tu comprends un petit peu ces anciens chercheurs. C'est ce que tu veux dire. Écoutez, moi, ce que je... Non, mais on les comprend. Non seulement on les comprend. Non seulement on les comprend, mais moi je dis qu'on est dans une... Tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Merci. Non seulement je les comprends, mais je dis qu'on est dans une république, ce qu'on appelle république cache-misère. C'est-à-dire, il y a toute une corporation ou des corporations comme ça qui sont déconsidérées par l'État. L'éducation en fait partie, la culture en fait partie. La culture et l'éducation sont vraiment les parents pauvres de notre république. Or, encore une fois, un pays qui ne s'occupe pas de ses enseignants, qui ne s'occupe pas de ses médecins et de ses infirmières, et qui surtout ne s'occupe pas aussi de ses artistes, est un pays qui part en vrille, voire même en couille. Il faut qu'on arrête dans ce pays. Non, mais c'est la réalité. C'est un gros mot peut-être, mais je le dis. Il faut qu'on arrête dans ce pays de comment dirais-je, cette démagogie à la con qui devient insupportable, quoi. Occupez-vous de nos enseignants parce que c'est l'avenir de nos enfants. Occupez-vous de la culture. Occupez-vous de la santé. Moi, je ne supporte plus de voir des lits à Massanta, Zérékoré. On dirait qu'on est au 18e siècle, au temps d'Émile Zola. C'est insupportable. Donc, il faut vraiment maintenant qu'on arrête et qu'on se mette au boulot. Voilà, c'est tout. Bien dit. Allez-y. Moi, je m'attendais vraiment à la prise de fonction du nouveau ministre de l'Éducation en la personne de Bano, docteur Bano, n'est-ce pas, qu'il prenne vraiment... Attention, ils vont t'attaquer, hein. Allez-y. Je suis déjà habitué à être attaqué. À gauche. Qu'il prenne la mesure d'interdiction ou qu'il réfléchisse à comment ne pas faire des examens cette année à des enfants qui n'ont quasiment pas étudié depuis bientôt 2 ans. Je comprends pas. Sans compter que celui qui était là avant, c'était une véritable catastrophe. Le ministre de l'Éducation avant, je parle de Sangaré. Et donc, je croyais que tu parlais de Calcaré. La gestion de Sangaré, c'est une gestion catastrophique. C'est le résultat que nous connaissons aujourd'hui. On ne peut pas comprendre au-delà de la région de Koubia. Vous serez étonné de tous les résultats qui va être mis sur la place publique. Le niveau d'éducation de nos enfants est à un tel niveau bas que on ne peut pas s'attendre à un meilleur résultat. Donc, je vais pour la question que Tamba posait tout à l'heure là sur la question des enseignants. Mais les enseignants qui ont faim, comment voulez-vous qu'ils en... Tu vas voir le DPE va t'expliquer quoi. Les grandes gueules. Quand on a des ministres, c'est pas une raison. Non mais Roby, quand on a des ministres de l'enseignement, c'est pas une raison. Vous connaissez la qualité de l'enseignement à l'intérieur du pays. Vous connaissez dans quelles conditions morales, physiques, un enseignant se pointe en classe pour enseigner les enfants à l'intérieur du pays. Oui, mais ça ne va pas changer. C'est pas en faisant de la démagogie que ça va changer. Justement. Des grandes gueules. Quand on a des ministres de l'enseignement qui ont si peu de neurones, franchement, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Ce n'est pas tous les enseignants qui ont fait la démagogie ici. Je vous parle des enseignants de Galapay, de Yomou, évidemment de Koubia, etc. Allez-y voir les conditions dans lesquelles l'enseignant même vit. Allez voir le lit dans lequel il se couche. Est-ce que ce mec-là... Non, il faut... Mais c'est la vérité. Quand tu n'es pas confortable chez toi, tu ne peux pas être confortable ni dehors, ni dans ton lieu de travail. Quand tu n'as pas de formation, quand tu n'es pas formé... Ton état moral et tout ça, rien n'est au point. Tu deviens comme un zombie devant les enfants. Je vous dis, les enfants en classe... Le résultat des examens sont le reflet de la qualité de l'enseignement qu'on leur dispense. Bien. C'est ça la vérité. Vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.
Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou sur 95 FM. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez intervenir évidemment sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, c'est que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais à l'entame, ils l'ont surnommé le Tché ou encore Bogota. En tout cas, dans ces années à la tête de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et très vite, très tôt, peut-être, son engagement politique le porte vers les cimes de la politique de son pays. De la rébellion qui finit par déposer donc Laurent Gbagbo pour couronner Ouattara. Guillaume Soro, chef des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, a su tirer donc ses marrons du feu à la tête de la primature ivoirienne et du perchoir de l'Assemblée nationale jusqu'au divorce inévitable survenu donc au courant 2019, celui avec qui hier, il faut le dire, encore faisait figure de père politique. Nouvel épisode, nouveau combat désormais pour ce deuxième homme qui n'exclut plus de retourner à ses adversaires d'hier face à la diversité des fronts qui s'ouvrent à la nécessité de faire partir Ado, condamné donc pour recel de dernier public, contraint donc à l'exil et puis exclu de la course à la présidence ivoirienne. Soro, candidat malgré tout, s'est fait investir hier au compte de son mouvement Génération et Peuple Souverain. Eh bien, quelles sont les influences et le parcours de l'homme? Nous essayons de comprendre ce matin chez les GG. Que propose-t-il aux Ivoiriens et comment espère-t-il faire partir Ouattara? Toutes ces questions posées ce matin chez les grandes gueules. Comment analyse-t-il les actualités maliennes et guinéennes? Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, est notre invité ce matin. Si vous le voulez bien, le réalisateur me signale que nous l'avons en direct évidemment ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Guillaume Soro en direct. Bonjour monsieur Soro et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes, bonjour au peuple guinéen. Notre joie est très grande ce matin de vous avoir, monsieur Guillaume Soro, monsieur le Premier ministre, dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, nous allons partir avec cette question. Quand on parle de Guillaume Soro, on se rappelle des années 90, des années FESI, la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, dont vous avez été l'une des figures de proue. Pour rappel, pour l'histoire, pour la mémoire, dites-nous aujourd'hui, la FESI d'hier, de votre époque, vous et Blé Goudé, et la FESI d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le mouvement étudiantin est en train d'aller vers un autre sens que celui qui a été initialement prévu lors de sa création? Disons d'abord que effectivement la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dans des années 90 avait des défis différents de ceux que nous connaissons certainement aujourd'hui. À l'époque, sachez qu'en 1990, on était, n'est-ce pas, dans le parti unique, pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, mais je crois que c'était général pour la sous-région ouest africaine. Et par conséquent, cela impliquait pour le mouvement étudiant, pour le mouvement étudiantin tel que la FESI, d'avoir un regard un peu plus politique au-delà, n'est-ce pas, des revendications corporatistes que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, je crois que la fédération pour nos cadets donc a certainement d'autres défis et j'imagine que les responsables actuels s'attellent, n'est-ce pas, à faire en sorte que leurs militants soient satisfaits des revendications qu'ils posent. Bien. Guillaume Soro, en direct ce matin, chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Tamba. Voilà, alors, au-delà de ce parcours, quand on parle de Guillaume Soro, tout de suite, on pense à un guerrier, un homme qui avance, frondeur. Est-ce qu'on peut dire que ce construit-là, c'est l'œuvre de ce parcours à la tête de la FESI, Monsieur le Président?
Disons que la FECI a tout de même été donc un cadre pour regarder les questions qui touchent la Côte d'Ivoire, qui touchent aussi la sous-région. Parce que je me souviens à l'époque déjà, nous avions imaginé, n'est-ce pas, une fédération sous-régionale, puisque nous avions constaté que les problèmes étaient les mêmes, n'est-ce pas, aussi bien à Abidjan qu'à Bamako, à Ouagadougou et à Conakry. Mais donc, disons que moi, quand j'arrive à l'université au début des années 90, nous sommes face à une conjoncture internationale qui veut que la Côte d'Ivoire était en crise et nous étions aussi bien les travailleurs que les étudiants face à ce qu'on a appelé les PAC, les programmes d'ajustement structurel, qui étaient des programmes donc concoctés dans les bureaux des organisations financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui voulaient que justement, pour réduire le train de vie de l'État, il fallait couper dans le social. Et vous savez, l'éducation, qui était une priorité en Côte d'Ivoire, qui avait un budget consacré, n'est-ce pas, dans le budget national de 42%, avait commencé à se rabougrir, c'est-à-dire à se réduire. Et évidemment, ce qui passait à la trappe, sinon au couteau donc de ces institutions, c'était les logements, c'était le transport, c'était la nourriture. Donc, à l'époque, nous avons eu une conscience politique, syndicale et politique, peut-être embryonnaire pour certains, mais pour nous, nous avions une conscience syndicale et politique qui a forgé un caractère. Et quand vous parlez donc du caractère guerrier, je dirais que en ce qui me concerne, c'est moins pour guerroyer, mais plutôt pour... j'étais plutôt attaché, n'est-ce pas, au combat pour le bien-être des étudiants et plus tard pour la société elle-même, c'est-à-dire pour tous les Ivoiriens. Bien. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Un combat donc pour tous les Ivoiriens, vous le dites. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez été politique déjà étudiant. La politique a commencé là. Et ce qui, avec la FECI par la suite, vous a poussé vers les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a réellement encouragé à y aller, sortir de la fac, adhérer en tout cas à des formations politiques directement? Comment ça s'est passé avec les leaders politiques d'alors qui étaient déjà sur le terrain? Oui, disons que, évidemment, quand vous êtes syndicaliste, du syndicat à la politique, il semble que donc la passerelle soit vraiment mince. Mais il faut dire que déjà, ayant pris conscience déjà à l'université qu'il y avait des problèmes qui se posaient, donc dans ce cadre-là, l'étudiant ne vit pas en vase clos. Évidemment, nous avons été armés, si vous voulez, politiquement, pour mieux apprécier la dynamique de la société elle-même. Et donc, je sors de l'université, je constate qu'il y a des injustices, je constate que le multipartisme que nous avons contribué à obtenir en Côte d'Ivoire n'est pas la démocratie. Je reprends pour dire que le multipartisme ne signifie pas forcément la démocratie, et qu'il fallait maintenant entamer, enclencher, engager un combat pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et ce combat continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, à peu près 30 ans après, 30 ans environ après, nous continuons de nous battre. Alors, pour être plus précis et pour répondre particulièrement à la question, quand je sors de l'université, je suis tout de suite traîné donc dans l'arène politique. Pourquoi? Parce que simplement deux choses. Un, quand vous êtes donc atteint par le virus de la chose politique, c'est très difficile de s'en séparer. Deuxièmement, pour prendre un fait conjoncturel, c'est que quand je sors donc de l'université, je constate des problèmes sociaux, notamment cette ségrégation, cette discrimination qu'il y avait en Côte d'Ivoire
et surtout le délit de patronyme et le délit de faciès qu'il y avait en Côte d'Ivoire à l'époque. Et quand vous appeliez Soro ou, je ne sais pas, donnez-moi un nom, Diallo, on vous taxait d'être de tel ou tel pays, etc. Alors, donc, c'est ce qui m'a poussé à y aller franchement. Ouais, à prendre le destin à main, c'est très important. Allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Je voudrais revenir sur votre parcours, qui est certes un très très beau parcours, avec la FESI, mais je voudrais venir sur un aspect un peu plus sombre aussi de votre parcours. Ça sent quand même le soufre quand on parle aussi de vous. Vous avez une réputation extrêmement sulfureuse aussi, et j'ai vu que tout à l'heure vous aviez extrêmement conscience de l'international, ce qui est une très bonne chose, et les journalistes vous affublent souvent du sobriquet de chef rebelle. Est-ce que ça vous affecte dans votre parcours? Est-ce que ça vous touche? Non. Le mot rebelle est peut-être aujourd'hui galvaudé, mais sinon le mot rebelle est un terme noble. Vous savez, j'entends certaines personnes parler avec une connotation péjorative. Vous avez utilisé le mot sulfureux, mais Thomas Sankara était un rebelle, n'est-ce pas? Vous me le concédez. Absolument, je vous le concède. Vous était un rebelle. Monsieur le Premier ministre, je vous le concède. Je vous le concède. Mais il y a quand même aussi une connotation extrêmement péjorative. Voilà, tout à fait. Et quand on entend le mot rebelle dans le sens de ce qui s'est passé dans certains pays, je peux comprendre ce que vous dites. Mais quand on entend le mot rebelle et qu'on le définit comme la rébellion, quand on la définit dans le sens... révolutionnaire, vous voulez dire, dans le sens révolutionnaire. Voilà, dans le sens de la révolution, en ce moment, il prend un caractère de noblesse. Il faut lui donner. Donc, historiquement, le mot rebelle ne désignait pas des assassins ou des bourreaux. Donc c'est pas pour rien qu'on vous appelait le Tché. C'est pas pour rien qu'il y a une espèce de romantisme dans votre rébellion. Bien sûr. D'ailleurs, Victor Hugo absolument. A bien défini le mot rebelle. Et tout à fait, dans Les Misérables. Vous voyez ce que je veux dire. Absolument, tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout gêné. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui disait « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Bien. Voilà. Et donc, je voulais, n'est-ce pas, changer les choses dans mon pays, je voulais bousculer l'ordre établi et qui, pour moi, n'allait pas dans le sens de la démocratie. Bien. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose, j'ai aussi une autre question. On connaît très très bien votre parcours. Nous savons que vous avez contribué largement d'ailleurs à l'élection de monsieur Alassane Ouattara. On va revenir un peu plus tard là-dessus, mon cher Ahmed Kourouma. Allez-y, Roby. Allez-y. Monsieur le ministre, après les années de la FESI, c'est évidemment la création des forces nouvelles au début des années 2000. Est-ce que c'est le sentiment d'insatisfaction lié à la longue lutte et courageuse lutte que vous avez menée au sein de la FESI qui a conduit finalement à la création des forces nouvelles? Quelle était la nécessité de la création des forces nouvelles et de la prise des armes? Oui, disons que, vous savez, évidemment, 18 ans après, on peut toujours aller en spéculation, on peut conjecturer, on peut discuter, bavarder de cette affaire. Mais à l'époque, quand nous prenions les armes en 2002, le contexte politique était tendu. Je dirais aussi que ça sentait le souffle. La Côte d'Ivoire allait droit dans le mur. D'ailleurs, il y a un film qui retrace bien cette situation. Je vous parle d'une situation politique où l'Africain, en tout cas de la sous-région, n'était pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Où des gens ont été tués en Côte d'Ivoire uniquement à cause de leur nom. Aujourd'hui, on peut en parler. D'ailleurs, dans mon livre, je le dis. Moi, je suis arrêté sur le pont de Gaulle. Le policier qui me voit me dit, monsieur, vos pièces, je donne. Monsieur Soro, les étrangers encore. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. C'est vrai que
quand le temps a fait son effet, on a tendance à oublier la réalité, mais je vous rappelle que c'était une réalité en Côte d'Ivoire. J'ai vu récemment une vidéo du général Gueye, paix à son âme, qui en parlait. Donc, les armes se sont imposées à nous. Aujourd'hui, avec le temps, on peut évaluer s'il y avait nécessité effectivement de prendre ces armes ou non, mais à l'époque, c'était ça la réalité du moment. Bien. Guillaume Soro, à direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée en exclusivité. Allez-y, Moussa Moïse, là. Les armes, monsieur le Premier ministre, ne peuvent pas s'expliquer que par ces délits de faciès qui se commettaient, ou ces délits liés au patronyme qui avaient cours en Côte d'Ivoire à l'époque. Il y a certainement d'autres raisons, parce que si ça ne tenait qu'à cela, comme le disent certains, c'est le président Ouattara qui est peut-être le précurseur de toute cette différenciation entre les différentes populations en Côte d'Ivoire, parce que l'histoire de carte de séjour, c'est bien lui qui en est l'initiateur à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, en vue de renflouer les caisses de l'État. Il a donc imposé les cartes de séjour. Est-ce que cela s'explique que par ces problèmes liés au patronyme en Côte d'Ivoire, la prise des armes? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'à l'époque, il y avait une situation où une partie, que ce soit vrai, que ce soit faux, mais le sentiment qui existait en Côte d'Ivoire, c'était qu'une partie de la communauté nationale se sentait exclue. Et Ouattara n'était que l'icône de cette exclusion, d'autant plus qu'il avait été exclu des élections déjà en 1995 et en 2000, ce qui avait exacerbé le sentiment de xénophobie que les uns et les autres, à tort ou à raison, pouvaient ressentir. Donc, quand vous ajoutez au déséquilibre infrastructurel entre le nord et le sud, et que vous ajoutez, donc, déjà, c'est le terreau favorable, vous me direz pourquoi aujourd'hui il y a le djihadisme au Mali, etc., etc., on peut aller en conjecture. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, déjà à l'époque, il y avait un déséquilibre infrastructurel, il y avait une pauvreté qu'on pouvait noter au nord de la Côte d'Ivoire, et quand vous ajoutez, n'est-ce pas, donc la crise politique qui s'est installée avec l'exclusion d'une partie de la communauté, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons ressenti à l'époque, et que cela est matérialisé par l'exclusion de M. Ouattara à l'élection de 2000, vous comprenez que la combustion, que ça peut faire. Voilà la vérité. Maintenant, Ouattara est effectivement celui qui a parlé de la carte de séjour. Maintenant, à son corps défendant, je ne veux pas le défendre aujourd'hui, mais je vais dire qu'à l'époque, avait-il imaginé que cette carte de séjour allait entraîner donc la crise politique qui allait suivre? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que après lui-même, il s'est présenté aux élections et il en a été exclu. Très bien. Alors, toujours parlant de la crise post-électorale, quand on parle de cette crise aujourd'hui et qu'on parle de Guillaume Soro, on a l'impression que les armes ont été prises pour Guillaume Soro et pour l'aider à accéder au pouvoir, donc à son compte, et que tout a été fait pour lui permettre d'être à la tête du pays. Est-ce que c'est à votre compte que tout cela a été fait, toute cette rébellion à laquelle on assistait en 2011? Alors, si la question est de savoir si Ouattara donc était le père de la rébellion, parce que je pense que vous savez très bien, et je l'ai dit, Ouattara savait ce qu'était cette rébellion, et nous avons effectivement donc en voulant résoudre la question de la discrimination, de la xénophobie et de l'exclusion, nous avons effectivement combattu pour que Ouattara soit réintégré dans le jeu politique, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, on doit le dire, en toute honnêteté et franchise, a été le plus grand bénéficiaire, n'est-ce pas, de ce combat que nous avons mené, moi et mes amis. Maintenant, est-ce qu'il le méritait? Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'il fait, de ses agissements, je suis au regret de dire que Ouattara ne le mérite pas. Bien. Parce que lui, l'exclu d'hier
est celui aujourd'hui qui veut exclure. Nous n'avons pas mené ce combat pour qu'on exclue d'autres Ivoiriens. Nous avons mené ce combat pour revendiquer le droit, pour nous, ressortissants du Nord, d'avoir le droit de vivre sur la terre, cette terre de nos ancêtres. Nous avons revendiqué le droit, donc, de vivre en Côte d'Ivoire, parce que nous ne voulions pas être apatrides. Nous voulions vivre en Côte d'Ivoire avec les autres communautés. Nous, du Nord, nous voulions vivre main dans la main avec ceux du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Bien. Et aujourd'hui, je suis honteux que M. Ouattara, pour qui nous avons mené ce combat, se révèle être un problème en exilant Gbagbo, en exilant Blé Goudé et en exilant des fils de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est inacceptable pour moi. Ouais. Hier, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est encore. Bien. Allez-y, Tamba. Hier, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est encore. J'ai envie de dire, pas tant que ça. Vous êtes catholique, monsieur Guillaume Soro. Vous connaissez certainement ce verset de la Bible qui dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est un juste retour de l'épée, monsieur Soro. Non, je veux dire que, évidemment, d'autres combats ont abouti à bien meilleurs résultats. Donc, il ne faut pas être fataliste. Ce que je dis simplement, c'est que n'eût été cette métamorphose de M. Ouattara, peut-être que la Côte d'Ivoire aurait connu un destin bien meilleur. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, nos pères qui ont combattu pour l'indépendance dans certains pays ont pris les armes pour combattre le colon. Vous n'allez pas me dire que ça a été une mauvaise chose de chasser le colon et d'établir des républiques et l'indépendance de la réclamer. Ce n'est pas vrai. Bon, mon avis... Monsieur le Président, si vous permettez mon avis là-dessus, c'est qu'il s'agit d'une comparaison imparfaite. Mais vous avez parlé de M. Ouattara comme ayant été le principal bénéficiaire de votre combat. Mais revenons à ces années 2000. Vous êtes une sorte d'habitué à de l'exil. On sait que vous avez été reçu pendant quelque temps par le président Compaoré. Plusieurs le désignent comme étant un des acteurs de la rébellion, lui qui a été également médiateur dans la crise qui vous a opposé à M. Laurent Gbagbo. Quel a été leur rôle précis? Le président Compaoré et le président Alassane Dramane Ouattara, était-il un bras financier? Était-il sponsor de la rébellion en Côte d'Ivoire? Alors, donc, sur la question, je suis en parfait désaccord avec vous. Même si comparaison n'est pas raison, il y a des liens à établir et des parallèles à établir. Donc, sur la question de dire, vous pouvez engager un combat, ok? Ce combat peut aboutir heureusement, comme il peut ne pas aboutir malheureusement. Aujourd'hui, nous continuons à combattre. J'aurais été malhonnête si hier, face à l'exil de certains fils de la Côte d'Ivoire, si hier, face à la discrimination de certains fils de la Côte d'Ivoire, je m'étais battu, et qu'aujourd'hui, en 2020, face aux mêmes réalités que je me taisais, j'aurais été malhonnête. Hier, je me suis battu donc contre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je me bats contre Ouattara parce que je n'accepte pas que Ouattara exclue M. Laurent Gbagbo. Ouais. Parce que je n'accepte pas que M. Ouattara exclue Blé Goudé. Donc, il y a une cohérence dans la démarche et dans mon combat sur ce point. Maintenant, pour revenir donc à la question de M. Blaise Compaoré, vous savez, ça a toujours été un sujet difficile pour moi à aborder puisque le président Compaoré n'est plus président au Burkina Faso, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas lui porter donc offense ou dire des choses qui peuvent être incriminantes pour lui. Il est dans une situation de réfugié politique en Côte d'Ivoire. Je pense que le minimum que je puisse faire, c'est de respecter ce statut qui lui interdit, n'est-ce pas, donc, de faire de la politique. Bien. On va revenir avec vous, hein, Monsieur le Président. Vous restez là, chers auditeurs. Continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13 par Twitter, sur Twitter. Entre autres, Guillaume Soro, notre invité exceptionnel ce matin.
Je m'appelle Lamine Guirassi. Il y a 10 ans, naissait un projet fou en Guinée. Les radios libres voyaient le jour et une petite dernière au nom